au Rwanda, cette journée de dimanche est placée sous le signe de l'émotion, du recueillement, du deuil. Le pays commémore les 30 ans du génocide des Tutsis. Entre 800 000 et 1 million de personnes perdront la vie pendant les 3 mois que dureront ces massacres. D'ailleurs, ces célébrations vont durer 100 jours, soit l'équivalent de la période pendant laquelle le sang coulera abondamment. Des chefs d'État et de gouvernement sont déjà sur place, des diplomates, des touristes étrangers aussi. Clément Diroma est avec nous en duplex de Kigali. Bonjour Clément, vous êtes devant l'enceinte où va se dérouler cette première journée. Comment est-ce qu'elle s'annonce ? Alors tout va commencer avec le président Paul Kagame au pouvoir depuis plus de 20 ans maintenant au Rwanda, qui allumera la flamme du souvenir au grand mémorial de Kigali où les dépouilles de 250 000 personnes sont enterrées. Alors le président ne sera pas seul, vous l'avez bien souligné, puisque cet événement qui est habituellement une sorte de cérémonie nationale entre Rwandais, eh bien s'est transformé en un grand événement international. Il y a une douzaine de chefs d'État, des dizaines de délégations de l'étranger qui sont arrivées. On peut souligner parmi eux le Sud-Africain, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, mais aussi le président éthiopien Abiy Ahmed, le président du Congo-Brazzaville, le président centrafricain et même Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis qui était au pouvoir en 1994 pendant les massacres et qui était l'un des premiers présidents à avoir reconnu les fautes de son pays et sa non-intervention. Il l'avait reconnu en 1998, soit des années avant de très nombreux pays européens. Enfin, après cet allumage de la flamme au mémorial, il y aura de grands discours et de grandes cérémonies ici à l'arène, la principale arène de Kigali dans la ville, dans la capitale. Et vous voyez derrière moi que les gens se pressent déjà, plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour ces spectacles et pour écouter le discours du président Kagame qui lancera en fait les commémorations. Ça c'est pour Kigali, Clément, mais d'autres événements sont prévus dans le reste du Rwanda. Tout à fait. En fait, les commémorations, c'est un grand événement national, un grand recueillement national. Les Rwandais, les 13 millions de Rwandais se rassembleront sur les 200 sites mémoriaux, plus de 200 sites mémoriaux que compte le pays. Alors, ils déposeront parfois des fleurs, parfois, ils échangeront quelques mots avec leur famille sur place. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y aura aussi des cérémonies dans tout le pays, non seulement ce dimanche, mais aussi toute la semaine prochaine. Et puis, pendant 100 jours, les 100 jours que lance le président Paul Kagame, qui sont annuels. En fait, c'est un événement qui n'est pas rare, qui arrive chaque année, mais cette fois pour les 30 ans, il y aura plus de cérémonies que d'habitude, plus de personnes présentes aussi sur les différents sites mémoriaux. Il y aura évidemment des réunions familiales, vous vous en doutez, puisque chaque Rwandais a été touché par ce génocide et il y a un état d'esprit très particulier ici au Rwanda pour ces commémorations. Alors, comme tous les ans, je voudrais vous dire, mais pour cette année, c'est un peu différent avec ces 30 ans, évidemment. Les gens repensent au massacre et puis le gouvernement invite les Rwandais à réfléchir aux 30 ans qui les séparent du génocide, notamment en incitant les entreprises à leur laisser plus de temps libre et puis en incitant les Rwandais en général à prendre du temps pour eux, à se reposer, à prendre du temps chez eux en dehors de leur travail pour réfléchir à ces 30 ans qui les séparent des massacres. Clément Diroma à Kigali, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment tout au long de la journée. Entre le 7 avril 1994 et le 15 juillet, date officielle de la fin des massacres des Tutsis, le Rwanda aura vécu l'une des pires tragédies du XXe siècle. Retour sur cette catastrophe, désormais inscrite dans la mémoire de l'Afrique et du monde. Rappel des faits, Marc Pope. Ce sont 100 jours qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du Rwanda. 100 jours au cours desquels s'est déroulé l'un des plus grands massacres du continent africain et du monde. Entre 800 000 et 1 million de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers de femmes violées. Tout commence le 6 avril 1994 avec l'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu. L'avion qui le transportait avec le président burundais est abattu au-dessus de l'aéroport de Kigali. La garde présidentielle lance alors une campagne de vengeance contre les Tutsis. Des conscrits sont envoyés à travers le pays pour perpétrer une vague de massacres et des listes d'opposants au gouvernement sont remises aux milices qui les tuent, ainsi que toutes leurs familles. À cette époque, les cartes d'identité indiquent encore l'ethnie. Alors les milices installent des barrages routiers où les Tutsis sont massacrés, souvent à coups de machette ou de couteau. Un cauchemar qui durera 3 mois. Jusqu'à ce qu'en juillet, le Front patriotique rwandais s'empare de la capitale Kigali avec le soutien de l'armée ougandaise. Le gouvernement s'effondre et près de 2 millions de Hutus fuient vers la République démocratique du Congo, alors connue sous le nom de République du Zaïre.
Très vite, l'inaction de la communauté internationale est pointée du doigt. L'ONU est tiraillée par les stratégies de ses pays membres, au premier rang desquels la France. Paris entretient des liens étroits avec le gouvernement d'Abiyarimana et avec le gouvernement intérimaire responsable du génocide. Pendant 2 mois, les États-Unis ont de leur côté tout fait pour empêcher l'emploi du mot génocide par le Conseil de sécurité, un terme qui aurait obligé la communauté internationale à intervenir au Rwanda en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et le Rwanda, on continue d'en parler avec notre invité de ce dimanche. Bonjour Maria Malagardis, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Libération et vous co-signez avec Michael Stanke un film qui s'intitule Rwanda vers l'apocalypse. Il sera diffusé ce dimanche sur France 5. Avant de commencer, je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de votre document. On se retrouve dans quelques secondes. Les consignes étaient claires. Tu devais chasser les Tutsis et les tuer. Le génocide au Rwanda, de ses origines Cette racialisation est extrêmement inquiétante. à sa planification. Les gens qui organisent le génocide, ce sont des grands intellectuels. Les autorités françaises soutiennent un régime qui prépare le génocide. On sentait la haine monter. Ils voulaient que le génocide commence. 30 ans après le génocide, Rwanda vers l'apocalypse, un documentaire suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant, dimanche à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Rwanda vers l'apocalypse, co-signé Maria Malagardis, notre invitée du jour. Expliquez-nous la démarche. Vous parlez de devoir de transmission et vous remontez aux origines des massacres au Rwanda, Maria Malagardis. Oui, bien sûr, parce que ce génocide n'est pas apparu comme une météorite tombée le 6 avril 1994, quand l'avion du président Abiyarimana, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali. En fait, on sait bien aujourd'hui, on l'a d'ailleurs toujours su, que l'idéologie génocidaire, elle s'ancre dans une histoire qui commence, à vrai dire, dès la colonisation belge, puisque ce sont les Belges qui vont inscrire les mentions ethniques sur les cartes d'identité, ce sont les Belges qui vont décréter que ce qui était auparavant des classes sociales, Hutu et Tutsi, on pouvait changer de catégorie en fonction de sa fortune, du nombre de vaches, etc., vont devenir des races. Et donc il y a une histoire, il y a une racialisation des communautés au Rwanda. Il y a à partir de l'indépendance un pouvoir très radical qui va mener un certain nombre de pogroms dès les années 59, 62 et puis 73 et qui va stigmatiser la communauté Tutsi, la minorité Tutsi, qui sera finalement une communauté de citoyens de seconde zone. Il y a donc, pardonnez-moi, la responsabilité coloniale. Il y a également, vous relevez dans votre film, Maria Malagardis, cette essentialisation de la question raciale par des intellectuels fascinés par les nazis. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement alors ça, c'est la période plus contemporaine, dans les années 90. On sait que un certain nombre d'intellectuels étaient fascinés par justement toute la période hitlérienne et les Tutsis, dans un certain nombre de récits fabriqués, étaient même fantasmés comme des Juifs d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des récits qui disaient que finalement ils n'étaient pas africains et qu'ils n'étaient que les héritiers d'une tribu juive égarée en Afrique. C'est quelque chose qu'on entendait de manière récurrente. Donc les comparaisons entre on va dire la Shoah et le génocide des Tutsis sont aujourd'hui bien établies par les historiens. Et pour finir, je vous rappellerai juste que le grand historien Raoul Hilberg, qui a écrit cet ouvrage de référence qui s'appelle La destruction des Juifs d'Europe, eh bien Raoul Hilberg, il y a maintenant une quinzaine d'années, a rajouté à ce livre qui fait plus de 500 pages un dernier chapitre consacré au Rwanda et au génocide des Tutsis, parce que pour lui les similarités étaient
était évidente. Et tout cela se déroulera sous les yeux parfois complices de ce qu'on appelle la communauté internationale. Il a beaucoup été question ces derniers jours du rôle de la France. On est pas mal revenu sur sa déclaration d'Emmanuel Macron. Cette cérémonie se déroule en présence du président Bill Clinton, président américain au moment des faits. Les Américains mettront longtemps avant de parler de génocide. Oui, les Américains ne voulaient pas employer le mot génocide à la tribune de l'ONU parce que le mot génocide oblige d'intervenir. 30 ans après, on peut le dire et le répéter, la communauté internationale a une attitude honteuse, infamante au moment du génocide. Il y avait une mission de l'ONU sur place au moment où les massacres commencent, à partir du 7 avril. Et au lieu de renforcer cette mission qui aurait pu arrêter le génocide, eh bien, au lieu de ça, le 21 avril, le Conseil de sécurité va voter son quasi-retrait. C'est-à-dire qu'on ne resteront que quelques centaines de personnes qui n'auront bien évidemment pas les moyens de faire face aux militaires et aux miliciens qui étaient en train d'exterminer les Tutsis. Restez avec nous si vous le voulez bien. Maria Malagardis, journaliste à Libération, spécialiste de l'Afrique. Vous co-signez ce film avec Michael Stanke dont on parle, Rwanda vers l'Apocalypse. Vous avez également écrit un roman qui s'intitule Avant la nuit. On va y revenir. On avance sur la question de la transmission de cette mémoire aux plus jeunes. Les 2/3 des 13 millions de Rwandais ont moins de 30 ans et n'ont donc pas vécu le génocide. Mais les traumas n'en restent pas moins présents dans les familles. Ils pèsent sur la santé mentale des jeunes. On va voir à Kigali comment des associations tentent de venir en aide à ceux qui font le choix d'affronter le drame. On regarde le sujet signé Clément Diroma. On se retrouve dans quelques secondes. Ils ont tous moins de 30 ans. Ces étudiants de l'Université du Rwanda n'ont pas connu le génocide contre les Tutsis de 1994. Mais à l'approche des commémorations, ils se rassemblent pour partager leurs expériences familiales. Ma mère nous a souvent raconté que pendant le génocide, elle disait à son père qu'elle survivrait. C'est la seule de la famille à avoir survécu. Son père, sa mère, ses enfants ont tous été tués et elle est restée seule. Cette association réalise des thérapies de groupe sans professionnels et prépare ses membres à une période difficile. Un quart de la population du pays souffre de troubles mentaux selon les autorités et cela n'épargne pas les plus jeunes. Ils n'ont pas vécu le génocide, mais ils ont hérité d'un traumatisme transgénérationnel. Il est d'abord transmis par l'ADN, mais aussi à travers un attachement émotionnel que les jeunes ont avec leurs parents. Plusieurs études évoquent la transmission des syndromes post-traumatiques entre les parents qui ont assisté au massacre et leurs enfants. Certains symptômes se manifestent lors des commémorations comme la dépression ou le mutisme. Pour cette étudiante de 21 ans dont la famille refuse de participer aux cérémonies annuelles, seule la parole permet de guérir. Je pense qu'on devrait avoir un dialogue familial où les parents prennent le temps pour raconter cette histoire aux enfants. Petit à petit, nous, les plus jeunes, connaîtrons mieux notre histoire jusqu'au moment où elle ne blessera plus nos cœurs et où elle ne troublera plus notre vie quotidienne. Loin de cette université, d'autres jeunes Rwandais comme cet artiste choisissent au contraire de délaisser cette période sombre de l'histoire dans leur travail et dans leur quotidien. Moi, je me concentre sur le futur. Bien sûr, je pense un peu au passé, mais il n'occupe pas beaucoup de mes pensées. J'en tire simplement des leçons. 30 ans et plus d'une génération après le génocide, chaque jeune Rwandais se souvient, mais choisit aussi de regarder vers l'avenir. Et on retrouve Maria Malagardis. Merci d'être avec nous, journaliste à Libération, on l'a dit, co-autrice avec Michael Stanke de ce film Rwanda vers l'Apocalypse, romancière aussi, puisque vous signez ce texte Avant la nuit, un roman sur le même sujet. On vient d'écouter, Maria Malagardis, ce sujet de Clément Diroma sur la transmission de cette mémoire auprès des jeunes. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda d'aujourd'hui a pansé ses plaies ? C'est très paradoxal quand on va au Rwanda aujourd'hui parce que on peut, d'ailleurs il y a beaucoup de touristes, hein, on peut traverser ce pays, sauf période de commémoration, sans
carrément voir les traces du génocide, particulièrement à Kigali. La ville a été reconstruite, elle a même explosé. Donc la population est très jeune, comme l'a rappelé votre sujet. Donc il y a cette façade de modernisme, de volonté visiblement officielle d'aller vers l'avenir. Maintenant, je pense que dans les cœurs, non. Le génocide est toujours là. 30 ans, c'est rien. 30 ans, c'est à peine une génération. Les survivants du génocide sont toujours là. Donc oui, il y a beaucoup de fantômes au Rwanda. Est-ce que cette mémoire pèse d'un quelconque poids en Afrique de l'Est déjà? Qu'en pensent par exemple les voisins du Rwanda? On pense en premier à la RDC. En fait, j'ai l'impression que le génocide est mal connu en Afrique. On souligne souvent l'attitude de l'Occident, mais d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que l'Afrique n'a pas été non plus très solidaire pendant les événements, même au Conseil, même au sein des instances de l'ONU, ni même de ce qui s'appelait à l'époque l'OUA, qui était l'ancêtre de l'Union africaine. Et en réalité, si vous allez en Afrique de l'Ouest, alors un peu moins en Afrique de l'Est et Afrique centrale, mais si vous allez, les gens connaissent très mal cette histoire. Pour ce qui est de l'un de ses principaux voisins, qui est la République démocratique du Congo, c'est en réalité assez paradoxal, parce que là, en théorie, l'histoire est bien connue, mais de quelle façon est-elle connue? Parce que la particularité de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a 30 ans, quand ce pays s'appelait encore le Zaïre, eh bien c'est là où se sont réfugiés les responsables du génocide. C'est là où a fui l'armée génocidaire défaite et les miliciens, avec armes et bagages. Donc ces gens-là, et un certain nombre ont continué à fuir plus loin, et notamment vers l'Europe, mais il y en a beaucoup qui sont restés sur place. Et donc, ces gens se sont insérés dans les communautés locales, et souvent, on a une histoire un peu déformée qui a été transmise de ce côté-là de la frontière. Merci beaucoup. Maria Malagardis, merci beaucoup pour ces explications, cet éclairage sur la situation du Rwanda où on commémore aujourd'hui les 30 ans du génocide. Co-autrice avec Michael Stanke, on l'a dit, de ce film diffusé ce soir sur France 5, Rwanda vers l'apocalypse.